Bonjour à tous, bienvenue sur Jeunesse du Monde, le média de l'OCF. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Myriam Laribi. Bonjour Myriam. Bonjour. Merci pour ta présence. Tu es journaliste indépendante, écrivant sur divers sujets géopolitiques, donc notamment le conflit israélo-palestinien, l'Amérique latine ou encore l'affaire Assange. Et tu te consacres depuis le 7 octobre 2023 à nous informer sur la Palestine par différents médias. Tu as notamment co-réalisé un documentaire pour le média intitulé Gaza, fuir le génocide. Et tu as écrit de nombreux articles sur différents médias. Tu as aussi écrit le livre Sigil l'humanité, Gaza, le génocide et les médias, aux éditions Critiques en 2025. Et je signale également que tu viens tout juste de publier Palestine, le droit à l'existence, aux éditions Critiques également. Dans cet entretien, nous souhaitons t'interroger sur la situation à Gaza de ces derniers mois, également parler de la solution à deux États, ou encore du rôle des États-Unis et des lobbies israéliens dans ce conflit. Et je rappelle donc que notre média Jeunesse du Monde est un média qui ne peut se développer que grâce au soutien des personnes qui nous suivent. Et donc pour cela, vous trouverez un lien en description de la vidéo. Alors avant de commencer, je voudrais revenir sur une étude qui vient de sortir là, donc le 18 février 2026, qui a été publiée par la prestigieuse revue The Lancet Global Health, et qui est la première étude de terrain indépendante des autorités de la bande de Gaza, et qui estime que la sous-évaluation du nombre de morts violentes liées au conflit est entre 35 et 40% environ. Et donc selon cette étude, 75 000 personnes ont été tuées entre octobre 2023 et janvier 2025 à Gaza, soit environ 20 à 25 000 de plus que les chiffres annoncés à l'époque. Et aujourd'hui, le ministère de la Santé du Hamas estime à 70 000 le nombre total de morts depuis le 7 octobre. Et donc en réalité, ce chiffre serait donc plus proche des 100 000 morts, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées. Alors le 10 octobre 2025, un cessez-le-feu est signé entre Israël et Gaza, sous égide états-unienne. Et au bout d'à peine quelques jours, sans aucune surprise, Israël l'avait déjà enfreint plusieurs dizaines de fois. Et depuis, l'État colonial continue son massacre dans le silence quasi général, une situation qui était pourtant amplement prévisible au vu de l'historique d'Israël. Donc la première question qu'on souhaitait te poser, c'est en quoi consiste ce soi-disant plan de paix de Trump d'octobre 2025 pour Gaza, et quelle est la réalité de ce cessez-le-feu? Alors, la réalité du cessez-le-feu, elle est comme d'habitude. Israël viole quotidiennement le cessez-le-feu, occupe la moitié de Gaza à travers ce qu'ils ont appelé la ligne jaune, donc qui occupe la moitié de Gaza à l'est, et que les Palestiniens n'ont pas le droit de franchir. Si n'importe quel Palestinien, même un enfant, s'approche de la ligne jaune qui est marquée en fait par des blocs de pierre peints en jaune, eh bien, il lui tire dessus et il le tue. On est soi-disant en période de cessez-le-feu. Les médias nous font croire, les médias dominants nous font croire qu'on est en période de cessez-le-feu parce qu'il n'y a pas d'Israéliens tués. Le jour où il y aura un Israélien de tué, si ça arrive, eh bien, on dira le Hamas a violé le cessez-le-feu, alors qu'Israël a tué plus de 600 Palestiniens depuis le 11 octobre, date de la proclamation de ce soi-disant cessez-le-feu. Israël continue de cibler des Palestiniens sans raison, on ne comprend pas. Il y a des familles entières qui sont bombardées chez elles pendant leur sommeil avec tous les enfants assassinés, encore des voitures bombardées, des gens victimes de snipers, etc. Donc c'est pas du tout fini. Bien sûr, ça a baissé en intensité par rapport à avant le 11 octobre, mais les violations sont quotidiennes, les restrictions sont quotidiennes en termes d'entrée de l'aide humanitaire. Israël laisse passer principalement des denrées, du matériel commercialisable, c'est-à-dire en vente, sachant que la plupart des Palestiniens de Gaza n'ont ni pu travailler, ils n'ont aucun revenu depuis le début du génocide. La plupart des gens ne peuvent pas payer, donc la situation est déplorable. Israël bloque l'entrée des mobil-homes pour que les Palestiniens puissent se mettre à l'abri en hiver. La situation reste
enfin, il n'y a pas de mot catastrophique et encore un mot trop faible par rapport à la situation. Et le soi-disant plan de paix de Donald Trump n'est ni plus ni moins à mes yeux et aux yeux de la plupart des gens qui se placent du point de vue des Palestiniens, un plan colonial. C'est un plan de domination coloniale qui se fait sans Palestiniens. Il n'y a pas de Palestiniens dans le plan. Ils ont mis voilà, un comité de Palestiniens pour administrer ça comme vitrine, mais derrière, il n'y a pas de Palestiniens. Les Palestiniens n'ont pas leur mot à dire et ils sont maintenus dans leur situation de dominés, considérés comme une donnée négligeable, écrasable, dominable. Et voilà, c'est la continuité du plan colonial dans lequel Trump tente un peu, disons, d'imposer ce qu'il appelle, lui, la paix, entre guillemets, à Netanyahou, difficilement, comme on peut le voir. Mais voilà, Netanyahou est bien sûr plus radical que Trump, mais Trump ne veut pas le bien des Palestiniens. Il veut juste, voilà, pour son image, donner l'impression qu'il fait quelque chose, et puis à travers ce Conseil de la paix, contourner l'ONU. C'est ça le projet, c'est de détruire l'ONU, c'est de saper l'autorité de l'ONU, c'est clairement ça. Voilà, c'est ça que j'ai à en dire. On est loin de la justice, parce qu'il n'y aura pas de paix sans justice. D'ailleurs, les Palestiniens ne l'accepteront pas. C'est pas un peuple mineur, c'est pas un peuple de gens qui ne sont pas capables de se gérer, bien au contraire. C'est un grand peuple de résistance, un peuple de gens qui sont extrêmement instruits et qui sont parfaitement capables de se gérer. Il suffit juste qu'Israël dégage de leur terre pour qu'ils puissent s'organiser et trouver eux-mêmes leurs propres représentants. C'est certainement pas ni à Israël ni à Donald Trump de diriger la vie de ce peuple qui devrait avoir le droit à l'autodétermination sur sa terre, parce qu'il s'agit de sa terre. Alors l'année dernière, la France a été le 153e État du monde à reconnaître l'État de Palestine. Est-ce que c'est une bonne chose selon toi et qu'est-ce que ça change ? C'est un pansement. Pour moi, c'est juste, on a quelqu'un, un corps qui est brûlé au 3e degré, complètement déchiqueté, puis on va mettre un petit pansement dessus, on va dire, tiens, regarde, je te reconnais. Quand il n'y a plus rien à reconnaître, on dit, je reconnais que tu existes. Ça leur fait une belle jambe aux Palestiniens, cette reconnaissance. Maintenant, c'est bon. Au niveau diplomatique, ça a énervé les Israéliens, donc c'est toujours bon à prendre, disons. Voilà, ça irrite le camp pro-israélien. Mais l'hypocrisie de la France est sans nom. J'étais encore hier au Quai d'Orsay. On voit l'attitude de la France vis-à-vis de la rapporteure spéciale de l'ONU, Francesca Albanese, qui est une des seules voix officielles qui porte réellement la voix des Palestiniens et défend leurs intérêts au niveau international. Ils veulent saper son autorité. La parole est à monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, les fake news, ça suffit. Je n'ai ni déformé, ni troqué les propos de Madame Albanese. Je les ai tout simplement condamnés parce qu'ils sont condamnables et qu'ils s'ajoutent à une longue liste de provocations comme la justification du 7 octobre, pire massacre antisémite de notre histoire depuis la Shoah, au cours duquel 51 de nos compatriotes ont perdu la vie. Alors oui, j'ai dit que ces provocations répétées appellent de sa part d'avoir la dignité de démissionner. Ils sont complètement, comment dire, alignés sur, finalement, dans le fond, avec Israël. Quand je vois que le porte-parole de la diplomatie française, que j'ai vu hier, Pascal Confavreux, a écrit un thread de 12 tweets pour dire à quel point Francesca Albanese est antisémite et je sais pas quoi. Franchement, un porte-parole de l'armée israélienne n'aurait pas fait mieux comme thread. Vraiment, c'est de la hasbara vraiment parfaite, quoi, en français. Et puis... le Premier ministre est allé hier au dîner du CRIF, donc nous sommes aujourd'hui le 20 novembre, donc hier 20 février 2026. Hier 19 février, il était au dîner du CRIF pour dire qu'ils allaient proposer la loi Yadan donc, au vote en avril, loi Yadan qui veut interdire toute forme de critique de l'État d'Israël. D'ailleurs, ce livre... si elle passe, risque fortement d'être interdite. Du coup, la liberté d'expression, la mienne et puis celle de toutes les voix qui veulent critiquer Israël sera plus possible, en fait. Voilà, ils veulent valider ça. Il dit, le Premier ministre, comme les prédécesseurs avant lui, dit que
Parler de génocide à Gaza, c'est enlever aux Juifs le statut de victime. Donc voilà, il faut considérer les Juifs comme victimes quoi qu'il arrive. Ils ne peuvent pas, un État qui se considère comme juif, ne peuvent pas être accusé de génocide, sinon on est accusé d'être antisémite. On est dans l'ère où la vérité n'a aucune importance, c'est-à-dire qu'on a la CIJ, le Premier ministre s'est bien gardé de le rappeler, la CIJ qui prévient contre un risque plausible de génocide à Gaza depuis 2 ans. Et en gros, on a Sébastien Lecornu qui n'est personne en termes de compétences en droit international. Il n'est rien, en fait, qui se permet de dire que la CIJ, en gros, est antisémite, puisqu'elle dit qu'il y a un risque de génocide perpétré par l'État d'Israël qui, lui, se proclame juif. Voilà, donc on est dans une ère vraiment inquiétante, absurde, stupide. Le niveau est catastrophique, on n'a plus le droit de réfléchir, on n'a plus le droit de nommer les choses, de nommer Israël tel qu'il est, c'est-à-dire un État colonial. Madame la députée, l'année dernière, en reconnaissant l'État de Palestine, la France a fait renaître un espoir. Celui de 2 États reconnus et respectés dans leurs droits, vivant côte à côte en paix et en sécurité. Madame la députée, cet espoir, je refuse et je refuserai toujours que des discours de haine, d'où qu'ils viennent, puissent le fragiliser. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Donc la reconnaissance de l'État de Palestine, bon, c'est toujours la rengaine des 2 États. Donc on va y venir sûrement, mais c'est la rengaine des 2 États. Et donc pour qu'il y ait 2 États, il faut qu'il y ait un État de Palestine selon la France, ce qui n'arrivera pas, clairement pas, puisque Israël a dit clairement maintenant qu'il n'y aura pas d'État de Palestine. Netanyahou ne cesse de le répéter, tous ses ministres ne cessent de le répéter. Bezalel Smotrich, un de ses ministres les plus influents, messianiques, intégristes juifs, qui soutient le terrorisme juif partout en Israël, il a appelé avant-hier à l'émigration du peuple palestinien de Gaza et de la Cisjordanie, donc nettoyage ethnique total, qu'on termine le travail, quoi. Il n'y aura pas d'État palestinien tant que Israël, tel qu'on le connaît depuis 1948, existe. Moi, je le dis très clairement, j'ai pas peur de le dire, parce qu'il n'y a aucune peur de le dire, c'est factuel. Jamais Israël n'a envisagé, aucun de ses dirigeants n'a envisagé sérieusement la création d'un État palestinien à ses côtés. Il n'en a jamais été question à travers toute l'histoire. Donc, reconnaître un État palestinien dans la perspective de l'établir réellement, dans quelles frontières? On ne nous dit pas dans quelles frontières. Et puis l'état du peuple palestinien et de toute forme de représentativité palestinienne est complètement empêché. La vie palestinienne est empêchée. La vie de l'individu palestinien, de la collectivité palestinienne, de la réalité palestinienne est empêchée par la présence de cet État colonial. Donc ça n'arrivera pas. Il faut arrêter avec ça. Je sais que l'ONU, tous les pays du monde maintenant qui sont membres de l'ONU veulent une solution à 2 États. Une solution fictive qui permet aux sionistes, à l'État d'Israël, de gagner du temps. C'est tout. C'est tout ce que ça fait. Justement, là, tu citais Smotrich, donc, qui est un des dirigeants fascistes israéliens actuellement au pouvoir. Donc on pourrait te dire que voilà, c'est les dirigeants les plus radicaux d'Israël qui veulent faire ce nettoyage ethnique. Et par rapport à cette solution à 2 États, il y a beaucoup de partis encore en France à gauche qui soutiennent cette solution-là. Toi, dans ton livre, tu dis que c'est une imposture. Non seulement en France, mais partout, hein. Même l'Algérie, pays dont je suis originaire, est pour la solution à 2 États. Comme je te disais, c'est aujourd'hui à l'ONU, c'est ça qu'on nous dit en fait. Et il serait plus que temps de tourner la page de ça. C'est ce que dit mon livre, puisque je démontre, et je ne suis pas la seule. Je sais pas le premier livre qui parle de ça. D'ailleurs, je cite longuement le livre de Monique Chemy et Gendreau qui s'appelle Rendre impossible un État palestinien, où elle raconte que jamais il en a été question et jamais tout a été fait pour que ça n'arrive jamais en fait. Donc qu'on arrête avec cette histoire de 2 États, puisque c'est pas réaliste et en plus c'est injuste. Alors ça c'est ce que moi j'ajoute, c'est que non seulement c'est pas réaliste parce qu'Israël n'a jamais eu l'intention d'aller dans ce sens, et en plus c'est injuste. Qu'est-ce qu'on dit aux 900 000 Palestiniens qui ont été expulsés en 1948 et qui ont aujourd'hui des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants et qui n'attendent qu'une chose, c'est de revenir. Qu'est-ce qu'on dit aux réfugiés palestiniens qui se trouvent dans la misère au Liban, en Syrie, en Jordanie, sans droit? 80% des habitants de Gaza sont des réfugiés qui viennent de ce qu'on appelle aujourd'hui Israël.
qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? On leur dit tu resteras éternellement un réfugié sans droit, sans nationalité, sans passeport, sans rien. C'est injuste, fondamentalement injuste. Et reconnaître deux États, donc mon livre s'ouvre par cette citation de quelqu'un qui est venu assister à l'une des rencontres avec moi autour de mon premier livre, qui s'appelle Marc, qui était présent dans une librairie de Sète et qui a dit cette phrase que j'ai trouvée très très juste et simple, qui a dit « Reconnaître deux États, c'est reconnaître la colonisation ». Vous savez, quand on dit reconnaître des États, vous et moi, on va penser immédiatement reconnaître deux États, donc reconnaissance de la Palestine, évidemment, puisque Israël est vu comme un fait établi. Mais Marc, lui, a eu cette bonne réflexion. Reconnaître deux États, c'est reconnaître Israël, l'État colonial, en fait. C'est légitimer cet État. C'est légitimer cet État. Colonial. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'il remet les choses dans le bon sens, dans le sens de l'histoire. Et le problème a été la reconnaissance de l'État d'Israël comme membre, par exemple, de l'ONU, j'en parle à travers la résolution 181, qui est grave, puisqu'ils disent que c'est un État pacifiste. C'est très très grave. C'est-à-dire, alors qu'ils venaient de commettre je ne sais combien de violations du droit international, de résolutions, des résolutions de l'ONU. L'ONU, bon, c'était l'ONU des puissances coloniales. C'était une trentaine de pays, l'ONU à l'époque, en 1947, quand ils reconnaissent l'État d'Israël. Et puis ensuite, quand ils l'intègrent, ils disent que c'est un État pacifiste. C'est à ce moment-là, que 2 ans plus tard, quand ils l'intègrent, qu'ils disent que c'est un État pacifiste, alors qu'ils ont expulsé 900 000 Palestiniens, alors qu'ils se sont assis sur le droit au retour des réfugiés dès ce moment-là. Et donc, cette reconnaissance donne une légitimité à un État colonial qui s'est bâti que sur la violence, que sur le nettoyage ethnique. Je veux dire, c'est largement documenté, il y a des dizaines de livres là-dessus, à commencer par celui d'Ilan Pappé, Le nettoyage ethnique de la Palestine. Toute l'histoire est illégitime et on l'a rendue légitime par la force du lobbying d'Israël avec ses complices, les autorités coloniales, qui restent coloniales aujourd'hui, que sont les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, etc. C'est un scandale, vraiment. La reconnaissance de l'État d'Israël tel qu'il est gravissime. Et bien sûr, quand je parle de ça, je ne parle pas du peuple, en fait, qui compose cet État. Je parle de l'institution coloniale, de l'État colonial. Après, les gens qui sont là, qui sont nés là, etc., il faut qu'ils changent de mentalité, parce que la société israélienne est radicalisée, et majoritairement, selon tous les sondages favorables au nettoyage ethnique, elle a soutenu le génocide pendant toute cette période, mais les mentalités peuvent évoluer et les Israéliens vont devoir faire un choix dans l'avenir, puisque ça ne peut pas rester comme ça. Ça ne peut pas rester. Qu'est-ce qu'ils vont faire de 7 millions de Palestiniens? Ils vont les mettre où, je veux dire? On va vraiment assister à des trains qui vont prendre les Palestiniens, ça va rappeler quand même quelques souvenirs. Ou alors on va massacrer tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc à un moment donné, cette société elle va devoir évoluer et décider. Donc soit de vivre à égalité avec le peuple autochtone, si ce peuple autochtone veut bien de cette société-là, parce que c'est quand même un peu compliqué en ce moment, soit partir, puisque voilà, s'ils ne peuvent pas vivre avec les... Voilà, citons Marek Edelman, leader de la révolte du ghetto de Varsovie, juif antisioniste radical, qui a dit quand on a voulu vivre au milieu des Arabes, au milieu de millions d'Arabes, il n'y a ni terre promise, il dit pour moi il n'y a ni terre promise ni peuple élu. Quand on a voulu vivre au milieu de millions d'Arabes, on laisse le métissage et le métissage faire son œuvre, quoi, et c'est tout. Tu en as un peu parlé, mais bon, tu reviens un petit peu aussi sur l'amalgame classique entre antisémitisme et antisionisme. Alors en quoi est-il absurde? Et en quoi le slogan From the river to the sea, Palestine will be free n'est pas du tout un slogan anti-juif. L'antisémitisme, c'est s'en prendre à des juifs parce qu'ils sont juifs, c'est ça. C'est juste, c'est un racisme. C'est discriminer, agresser des juifs parce qu'ils sont juifs. Voilà, c'est tout. Le sionisme est une idéologie. Être antisioniste, c'est être contre cette idéologie. Le sionisme, du point de vue du dominé, c'est une idéologie coloniale qui ne s'est illustrée en Palestine que par l'État d'Israël. Et c'est quoi l'État d'Israël? C'est une entité coloniale qui s'est bâtie sur le nettoyage ethnique, la violence perpétuelle, ininterrompue, depuis plus de 76 ans, contre le peuple palestinien. Et c'est ça.
le sionisme. Donc être contre le sionisme, c'est être contre l'État colonial, c'est être contre une idéologie qui prône la colonisation de la Palestine sans limite, expansionniste, raciste, suprémaciste juive, puisque l'État d'Israël, encore plus depuis la loi de 2018, se définit comme l'État juif, où seuls les juifs ont le droit à l'autodétermination. C'est absolument orwellien. Ils sont dans une terre où il y avait un peuple, contrairement au mythe d'un peuple sans terre pour une terre sans peuple. Ils sont arrivés là, dans une terre où il y avait déjà un peuple, d'ailleurs où il y avait des juifs, mais minoritaires, et des musulmans, et des chrétiens, et des druzes, et plein de peuples, quoi. Mais là, donc une communauté venue qui a des diasporas partout, a décidé que c'était sa terre à elle, toute seule. Parce qu'il y a 3000 ans, ils ont vécu là 200 ans. C'est ça l'histoire, hein. Ça prête à sourire, je suis d'accord, mais c'est quand même ça l'histoire. C'est comme si demain le Vatican a dit « Ah non, ben là, Jésus est né quand même à Bethléem, donc maintenant tout le monde dégage, c'est la terre des chrétiens. » Normal, terre sainte aussi pour les chrétiens. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui nous dit que demain, le pape, il va pas dire « Ah ben non, tout le monde dégage, là, c'est chrétien. Allez, les musulmans, les juifs, tout le monde dehors. » Ben là, c'est ce qu'ont fait les sionistes, en fait. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont dit « Ah ben on était là il y a 3000 ans, pendant 200 ans, bon, ils disent, eux, que c'est sans discontinuité, mais c'est faux, puisque les descendants de ces juifs-là qui étaient là il y a 3000 ans pendant 200 ans, c'est les Palestiniens. Voilà. Et les autres, c'est des convertis qui viennent de partout. Voilà. Donc aujourd'hui, à partir de la fin des années 30, et puis avec l'établissement de l'État d'Israël, un juif de Moscou ou de New York a plus de droits qu'un Palestinien qui vit là depuis toujours, en fait. C'est ça. Je voudrais qu'on revienne un petit peu aussi sur le rôle et la responsabilité des États-Unis et plus généralement du bloc atlantiste dans le génocide, enfin déjà historiquement, mais bon, on va surtout s'intéresser à la période actuelle, donc dans le génocide et dans la situation actuelle de la Palestine. C'est quoi leur rôle financièrement, militairement Il est déterminant. Le rôle financier et militaire est déterminant. Idéologiquement aussi. Oui, les États-Unis fournissent depuis toujours une aide financière à Israël qui s'élève à 4 milliards de dollars par an. Ça, c'est en temps normal. Là, depuis le début du génocide, des dizaines de milliards en armement et en finance, et de dons financiers, ont été octroyés à Israël dans son génocide. Donc, on l'a dit pendant toute la période du génocide, en tout cas avant ce soi-disant cessez-le-feu, que si les États-Unis, tous les spécialistes l'ont dit, si les États-Unis cessaient leur livraison d'armes, le génocide s'arrêtait en 48 heures. Ce qu'ils n'ont pas fait, ils ont fourni sans limite tout ce que Netanyahou leur a demandé. Le rôle des États-Unis est un rôle de support principal, c'est-à-dire que si ça s'arrête, Israël va être réellement en difficulté. Il y aura toujours la France et l'Allemagne pour la soutenir, parce que ce sera les deux derniers, certainement, États vu leur niveau de culpabilité vis-à-vis des Juifs qu'ils veulent faire payer aux Palestiniens. C'est-à-dire que la France et l'Allemagne de la Seconde Guerre mondiale ont massacré les Juifs en masse et ont commis la Shoah. Et aujourd'hui, pour essayer de se faire pardonner ça, ils soutiennent l'État d'Israël et ils trouvent tout à fait normal de faire payer ce qui a été fait aux Juifs par des Européens, soit payé par un peuple qui n'y est pour rien, le peuple palestinien. Mais les États-Unis sont la principale puissance, le principal bailleur de fonds d'Israël. Cela étant, ce soutien semble s'éroder. Moi, c'est ce qui me rend un petit peu optimiste. J'invite chacun à lire l'article de Serge Halimi dans Le Monde diplomatique de décembre qui est titré « Même les Américains se lassent d'Israël ». Et moi, je savais pas mal de choses qui sont dans cet article, mais c'est très très bien compilé. Et il démontre que ce soit chez les démocrates, chez les républicains et même parmi la communauté juive, le sujet d'Israël est en train de devenir radioactif aux États-Unis. C'est-à-dire là, ça devient vraiment... on peut voir des influenceurs journalistes comme Tucker Carlson, des grands influenceurs qui commencent à... Qui sont de droite. Qui sont de droite. De droite, de gauche, tout le monde commence à en avoir marre. En fait, tout le monde se dit, attends, tu nous as dit qu'America first, et là, c'est Israël first. Là. Pourquoi Serge Halimi démontre que chaque Américain a donné environ, je crois que c'est dans les $150, chaque contribuable américain a donné
110, 120, quelque chose comme ça. C'est 110, 120 Je ne sais plus, énorme. entre 100 et 150. Je ne sais plus exactement le montant. D'ailleurs, tu citais retrouver. aussi le chiffre dans l'article de Serge Halimi, donc 22 milliards de dollars qui ont été donnés par les États-Unis à Israël depuis le 7 octobre, Oui, et ce qui représente 70% de la guerre à Gaza. c'est ça. Donc, c'est énorme. C'est exactement ça. C'est soit ils ont financé 70% de la guerre à Gaza, le reste c'est nous, c'est les autres, les pays européens, etc. Mais le soutien du coup de l'opinion publique s'érode de plus en plus. Et donc oui, donc à quel moment un Américain lambda il a envie de donner plus de $100 à l'armée israélienne? Donc les gens ils disent mais au nom de quoi? Pourquoi on fait ça en fait? Quel est notre intérêt? Parce que finalement si tu regardes du point de vue américain, quel est l'intérêt en fait? Les bases militaires? Ils ont combien de bases militaires dans les pays arabes, là, au Qatar, aux Émirats? C'est pas une question de ça. En fait, en quoi ça aide réellement les intérêts des Américains, Israël? Du peuple américain. Vous savez qu'il y a ce débat parmi... qui dit qui est le patron en fait dans cette histoire. Est-ce que c'est les États-Unis le patron ou est-ce que c'est Israël qui est finalement le patron grâce à ses lobbies pro-israéliens aux États-Unis, que sont l'AIPAC, l'Anti-Defamation League, etc., qui ont des sources de financement inépuisables. On n'a qu'à voir Myriam Adelson, qui a financé la campagne de Trump, qui est une milliardaire sioniste, très proche de Netanyahou, qui lui a fait reconnaître le Golan comme territoire israélien, alors que c'est un territoire occupé au regard du droit international, territoire syrien occupé. Et donc, il y a ce débat de tailiste ou dogiste, en fait. Est-ce la queue qui dirige le chien ou le chien qui dirige la queue? Et justement, par rapport au lobby israélien aux États-Unis, donc tu as notamment cité l'AIPAC qui est un des plus importants. Donc l'évocation de ces lobbies est souvent critiquée comme étant une marque d'antisémitisme, comme d'habitude, notamment en France. Mais quelle est l'importance réelle du coup de ce lobby? Enfin, c'est un peu ce que tu disais, mais est-ce que c'est vraiment ces lobbies qui dirigent la politique américaine? Mais en fait, nous, on pense que ce sera quand même les États-Unis qui décident, mais parce qu'ils défendent leur intérêt dans la région en s'appuyant sur Israël, et notamment pour contrôler le Moyen-Orient, etc. Comme dit l'article de Serge Halimi, l'AIPAC finance, enfin les lobbies pro-israéliens financent 65% des représentants américains au Congrès, états-uniens au Congrès. Je veux dire, quand vous touchez, imaginez que 65% de nos députés touchent des centaines de milliers de dollars d'un lobby pro-israélien qui leur dit, bon, si tu es bien avec Israël, voilà, tu toucheras ça. C'est de la corruption officielle. Donc, rien que ce chiffre, je pense qu'il atteste de la puissance d'un lobby financier au service d'Israël. Alors, si c'est antisémite de dire ça, c'est la réalité est antisémite. Ce n'est pas antisémite, ce n'est pas un lobby juif, c'est un lobby pro-israélien. Comme on vient de dire, la communauté juive aux États-Unis est en train de très sérieusement s'éloigner d'Israël. Et d'ailleurs, ça a pu se voir à New York avec le vote pour Mamdani, où une bonne partie de la communauté juive a voté en faveur de Mamdani, qui est très critique d'Israël. Voilà. Donc non, la réalité n'est pas antisémite, mais la réalité montre qu'Israël a un lobby à sa disposition et qu'Israël utilise les Juifs, instrumentalise l'identité juive pour servir des intérêts belliqueux, des intérêts coloniaux et qui n'ont rien à voir avec la communauté juive. Et la communauté juive est libre de s'éloigner de ça, et d'ailleurs elle le fait. Okay. Mais je pense pas partout, mais en tout cas aux États-Unis, une bonne partie de la communauté s'éloigne. Je pense que le jour où la bourgeoisie, les industriels, les financiers américains ne voient plus l'intérêt de continuer à aider autant Israël pour défendre leurs intérêts géopolitiques dans la région et notamment aussi contre la Chine et la Russie, ils cesseront ou alors ils donneront mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. Pour l'instant, les peuples sont l'opinion publique partout après le génocide est retournée, c'est-à-dire tout le monde a pu voir qu'on est très très loin de ce qu'on nous a raconté de ce qu'on vous a raconté, parce que moi je viens d'Algérie, donc moi on m'a pas raconté ça, mais de ce qu'on a raconté ici en Occident sur cet État juif, un petit État juif au milieu de méchants arabes qui ne demandent qu'à l'agresser et lui qui ne demande qu'à vivre en paix. Bon, c'est fini ça. Je crois qu'il y a plus grand monde qui peut avaler ses salades. Donc tout le monde a vu le niveau de cruauté des soldats israéliens, du gouvernement israélien, des discours génocidaires, des enfants déchiquetés tous les jours sur votre téléphone portable pendant plus de 2 ans. Je crois que notre génération est suffisamment consciente et que celle qui vient... D'ailleurs, dans le livre, je cite un ancien ambassadeur, le dernier ambassadeur sous Biden,
en Israël, qui est sioniste lui-même, et qui a dit aux Israéliens, attention à la génération qui vient, parce que la génération qui vient n'est pas comme celle de Biden, etc., qui se souvient d'Israël des premiers temps. C'est la génération qui vient au pouvoir, elle va se souvenir d'une chose, c'est cette guerre-là. Lui, il appelle ça guerre, moi j'appelle génocide. Mais donc il dit, attention, ça risque de se retourner. Et je pense que ça va se retourner, et je pense même qu'au sein de la société israélienne, il va se passer des choses, parce que ce qui domine de plus en plus, c'est les fous de type Ben Gvir et Smotrich. Là, on n'est plus, ça va devenir de plus en plus indéfendable. Je ne vois pas ce qu'ils auront à défendre ici, par exemple en France, avec des gars comme ça, c'est-à-dire qu'on nous dit c'est un petit État laïque, démocratique. Bah, tu soulignes notamment qu'il y a énormément d'Israéliens qui sont partis d'Israël Oui, depuis le début du génocide. oui, alors ça Déjà avant, mais on aura beaucoup de mal à avoir les chiffres parce qu'Israël cache ces chiffres-là. Les seuls chiffres officiels qui sont sortis, et c'est déjà énorme, et dites-vous bien que c'est bien au-dessus, c'est près de 200 000 Israéliens auraient quitté Israël. Mais en vérité, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus selon d'autres sources que j'ai pu recouper. Ils parlent d'un véritable tsunami de gens qui quittent et qui reviennent en Europe, puisque beaucoup d'Israéliens d'origine européenne ont de double nationalité, qui reviennent en Allemagne, etc. Il y a plein de reportages là-dessus, puisque ça, c'est les plus intelligents de l'équipe, parce que ce qui reste, c'est les colons des collines que subissent les Palestiniens, des collines et d'ailleurs, des colons radicaux qui veulent en finir avec les Arabes dans une terre arabe. Alors, on espère que ça va changer, donc tu soulignes que le fait petit à petit que les mentalités changent et qu'on espère que la situation puisse changer. Et d'ailleurs, tu soulignes aussi que donc, la majorité des peuples du monde, notamment dans ce qu'on appelle le Sud global, soutiennent la Palestine, les Palestiniens. Néanmoins, récemment, donc, il y a eu un vote au Conseil de sécurité de l'ONU, donc le 17 novembre. Est-ce que tu peux nous rappeler en quoi consistait ce vote et quelle a été la position de la Chine et de la Russie? La résolution 2803. Oui, je crois que c'était celle du 17 novembre dernier. Du Conseil de sécurité, Ouais. C'est celle qui a entériné ce qui va devenir le Conseil de la paix. Là. La position de la Chine et de la Russie se sont abstenus et l'Algérie a voté pour. Alors ça m'a sidéré. Certainement des négociations entre l'Algérie et les États-Unis, puisque l'Algérie en ce moment c'est extrêmement tendu avec le Maroc, qui est très très lié à Israël, même en termes militaires. Ils font des exercices conjoints, donc l'Algérie est très tendue et je crois qu'elle cherche un petit peu la protection des États-Unis et à plaire aux États-Unis. Bon, moi je trouve ça extrêmement choquant qu'il valide ça, puisqu'il valide ce plan de cessez-le-feu, en fait. C'est le plan de l'accord de cessez-le-feu, en fait. C'était une validation de ça et entériner ce qui allait devenir le Conseil de la paix. Bon, l'Algérie n'a pas adhéré au Conseil de la paix que je sache. La Chine et la Russie, position d'abstention, ils se mêlent pas de ça. Hein. Ils n'ont pas voté pour, mais ils n'ont pas voté contre. Ils sont pas en soutien direct ils auraient à la pu Palestine. user de leur droit de veto. Ils l'ont pas fait. Donc, pourquoi, selon toi parce qu'il y a quand même des liens de plus en plus forts avec l'Iran. La Chine, c'est clair que la Chine n'agit en termes de diplomatie internationale que lorsqu'il s'agit de ses intérêts directs. Donc elle a abandonné la cause palestinienne depuis longtemps. J'ai co-signé un article avec Renaud Lambert dans le Monde diplomatique qui s'appelle « Mais que fait la Chine à Gaza ?» J'invite chacun à le lire, dans lequel c'est surtout Renaud qui a travaillé sur cet article. Il explique très bien ça, et puis l'évolution de la position chinoise, qui sous Mao était très pro-palestinienne et qui a beaucoup changé depuis, et qui aujourd'hui n'intervient avec force que lorsqu'il s'agit de ses intérêts directs, Taïwan, etc. Mais pas plus que ça. C'est-à-dire qu'en termes diplomatiques, bien sûr, la Chine est toujours en faveur des Palestiniens, et critique vis-à-vis d'Israël, mais ne va pas aller bien plus loin. Et puis la Russie n'est pas pro-palestinienne, que je sache. Hein. Non. Netanyahou est reçu à Moscou. Je ne crois pas que la Russie soit pro-palestinienne. C'est pas saillant, en tout cas. Oui, donc c'est surtout un soutien populaire dans les pays du Sud. Et du coup, la dernière question que je voulais te poser, c'est, dès lors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau, en France, en tant que militant marxiste, anti-impérialiste ou progressiste, pour aider les Palestiniens? La seule chose, c'est d'informer. On n'a pas les armes
On n'a pas les moyens financiers et la seule chose, c'est le peuple en fait, c'est l'opinion publique, c'est d'informer et de dire la vérité, de ne pas avoir peur de dire la vérité. On a trop vu de souffrance du peuple palestinien, c'est trop ce que subit ce peuple, sans discontinuité. C'est ça qui fait aussi l'intensité de la douleur qu'on peut ressentir devant la souffrance des Palestiniens, c'est que ça ne s'est jamais arrêté depuis 76 ans. C'est une souffrance inimaginable depuis 76 ans dont l'apogée est le génocide auquel on vient d'assister. Mais il faut suivre ce qui se passe en Cisjordanie. Consultez l'agence Wafa, qui est une agence palestinienne, qui retrace tous les jours ce qui se passe. Mais vous n'en reviendrez pas. Ouvrez juste sur un jour, vous n'allez pas en revenir ce que vit le peuple palestinien. Sa vie est empêchée. Donc ce qu'il faut faire, c'est informer, remettre les choses à l'endroit, critiquer l'État d'Israël dans son fondement, parce que son fondement est problématique. Et ne pas se laisser intimider quand on vous dit vous remettez en cause l'existence de l'État d'Israël, vous voulez jeter les Juifs à la mer. Tout mon livre consiste à dire qu'il ne s'agit pas de ça. Et ça sera très très bien pour, bien sûr, les Palestiniens, mais aussi pour les Israéliens. N'en parlons même pas pour le reste des Juifs dans le monde qui sont pris un peu en otage de cette instrumentalisation-là. Mais même pour les Israéliens, cet État est en train de les sortir de toute forme d'humanité commune avec la commission d'actes mais insupportable en fait. Quelle image. D'ailleurs aujourd'hui, c'est très difficile pour eux de voyager. On a vu des bateaux de croisière reçus dans des ports en Europe, conspués par les manifestants qui soutiennent la Palestine, etc. On a vu dans les événements sportifs ce qui peut se passer, etc. L'image est catastrophique en fait. Et puis qu'est-ce que c'est que de construire son identité sur la destruction d'une autre identité qui est celle du peuple qui était là avant toi, en fait. Tu veux vivre là, c'est une chose. Voilà. Donc critiquer l'État d'Israël dans son fondement colonial, raciste, suprémaciste. Et ça sera beaucoup mieux pour tout le monde quand ça sera remis en question. Et qu'on pourra faire un État avec tous les gens qui veulent bien vivre là à égalité. Et il ne faut pas avoir peur d'aller jusque-là, parce qu'il faut être droit dans ses bottes, en fait. Moi, je suis totalement sereine. Je sais que je n'ai rien d'antisémite. Je sais que ma motivation n'est en rien liée à l'identité du colon, qu'il soit juif ou pas juif, m'indiffère totalement. Je suis anticolonialiste, il faut être solide dans ses convictions. Et quelle que soit l'identité du colon, il faut le critiquer en tant que colon, pas en tant qu'autre chose, pas que selon sa couleur de peau, sa religion, ça m'indiffère totalement. Il se comporte en colon, c'est ça qui compte, c'est ça qu'il faut arrêter. C'est ce suprémacisme-là, ce racisme-là. Donc cette parole-là, il faut qu'elle se libère. Avant la loi et Adam, parce que dépêchez-vous. Mais même après, je veux dire, il faut résister à ça. Il faut résister au mensonge, au règne du mensonge. Parce que dans quoi on va élever nos enfants si c'est le mensonge qui l'emporte, si c'est les méchants, parce que là, c'est vraiment les très très grands méchants que sont Israël, les États-Unis et leur soutien, qui sont les gens au pouvoir, bien sûr, dans ces pays-là, ou dans ces États-là, qui dominent, en fait, et qui vont fixer la règle du monde que nous réservons à nos enfants. On ne peut pas laisser faire ça. Donc, en fait, la seule chose qu'on peut faire en tant que militants, c'est d'informer. C'est ce qui leur fait le plus peur. Israël investit des millions dans la désinformation, dans les bots, sur les réseaux sociaux, TikTok, vous avez vu. Donc lutter avec des moyens d'information comme les vôtres et la vérité, en fait. C'est notre seule arme, c'est la vérité. Et ne pas avoir peur. Voilà, ne pas avoir peur de dire la vérité telle qu'elle est. Voilà. Très bien. Et arrêter avec les deux États parce que ça, c'est irréaliste et injuste. Voilà. Et pour ça, j'ai développé ça dans le livre pour ceux qui veulent avoir des arguments. Très bien. Merci beaucoup, Myriam Laribi. Merci. Et donc, je rappelle que tu as publié très récemment ce livre, donc Palestine, le droit à l'existence, où tu remets justement les choses à l'endroit, donc sur tous ces sujets-là de l'État colonial d'Israël, la solution à deux États, le sionisme, etc. C'est ça. Merci, à bientôt. Merci. Salut.